Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. L'événement va commencer dans une petite minute. D'ici là, si vous avez le goût de partager avec nous d'où vous nous joignez aujourd'hui, dans quel coin de pays ou dans quel coin du monde vous êtes, ça fait toujours plaisir de le savoir. Bonjour d'Ottawa, bonjour. OK, on a une personne d'Ottawa. Bien. Je vois qu'il y a des gens qui se joignent à nous là, à chaque seconde. Donc, bonjour à vous. Bonjour de Gatineau. Nouvelle-Écosse? OK, beaucoup d'amis de Gatineau, là. Oui, beaucoup de gens de la région. Mascouche, Québec. Bonjour. Montréal, yeah. Donc, il est déjà passé midi. On va commencer. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Mon nom, c'est Mélanie Morin-Pelletier. Je suis historienne guerre et société au Musée canadien de la guerre à Ottawa. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être votre hôte aujourd'hui pour cet événement virtuel. Donc, avant de commencer, eh bien, j'aimerais reconnaître que notre musée est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Je sais aussi que vous vous joignez à nous à partir de différents endroits. Certains sont tout proches, certains sont plus loin. Et donc, je salue les propriétaires traditionnels et les gardiens de ces terres. Donc, j'aimerais juste prendre un petit moment avec vous pour vous transmettre quelques modalités de ce webinaire Zoom. Donc, la présentation d'aujourd'hui est enregistrée et vous pourrez y accéder après l'événement en vous rendant sur la chaîne YouTube du Musée canadien de la guerre. Et à la fin de la présentation, nous allons prendre des questions. Si vous pouvez inclure vos questions dans la section questions-réponses, ça nous aiderait beaucoup plutôt que dans la fonction chat. Donc, on va tenter de répondre à plus de questions possibles tout en respectant le temps qui est alloué à cet atelier. Donc, notre activité aujourd'hui, elle est inspirée par l'exposition spéciale Vie transformée, récit de la Seconde Guerre mondiale. Notre expo va réouvrir ses portes à nouveau une fois que le confinement sera levé dans la région, donc on espère que ça va être bientôt. Et cette activité fait aussi partie de la série d'ateliers Faire avec les moyens du bord, organisée par le Musée canadien de la guerre, qui familiarise les participants donc avec plusieurs compétences qui faisaient partie de la vie quotidienne des familles sur le front intérieur pendant la guerre. En effet, il y avait des restrictions importantes, là, autant sur les aliments, sur les vêtements, sur les appareils électroménagers et tout autre type de produits qui étaient utilisés au quotidien par les familles. Et ça a obligé les gens à innover et à se montrer plus ingénieux. Et ça fait écho au mouvement de réduction des déchets qu'on connaît aujourd'hui. Donc, 75 ans plus tard, cette nouvelle série d'ateliers cherche à captiver votre imagination historique. Avant de passer le micro à notre invité spécial d'aujourd'hui, j'aimerais quand même prendre un petit moment pour ancrer cette discussion-là dans le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale. Je commencerai d'ailleurs en soulignant qu'en 1939, lorsque le Canada entre dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait quand même déjà une majorité de Canadiens puis de Canadiennes qui étaient habitués de serrer la ceinture et de faire avec les moyens du bord.
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une bonne partie des Canadiens à ce moment-là qui avaient passé à travers la Première Guerre mondiale et la crise économique des années 30, donc des moments plutôt difficiles. À ce moment-là, il y avait de nombreuses femmes surtout qui avaient appris à se débrouiller du mieux qu'elles pouvaient avec ce qu'elles avaient, parce que c'était majoritairement aux femmes qui incombaient la responsabilité du bien-être de la famille à ce moment-là. Et ça va être aussi encore plus vrai pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il y a plus de 1 million d'hommes canadiens qui vont servir dans l'armée. Il faut dire aussi que le premier ministre William Lyon Mackenzie King avait voulu à tout prix éviter une montée flamboyante du coût de la vie. Donc, rapidement, le gouvernement fédéral avait mis en place toutes sortes de mesures, toutes sortes de comités, comme par exemple le comité des prix et du commerce en temps de guerre, qui a même été mis en place une semaine avant que le Canada déclare la guerre. Donc, tout ça, c'était dans le but là, de contrôler l'économie. Et ces comités, ils vont utiliser toutes sortes de moyens pour rejoindre la population canadienne, comme des pamphlets, comme des annonces dans les journaux, et aussi comme des affiches, et qui visent d'abord à rappeler aux gens d'un bout à l'autre du pays qu'il faut acheter moins et plus judicieusement. Et maintenant, je vais vous partager avec vous mon écran pour que vous puissiez justement voir quelles sortes d'affiches sont utilisées à ce moment-là par le gouvernement. Donc, c'est la guerre, n'achetez que le nécessaire. C'était un des messages très importants à ce moment-là. Mais vraiment, très rapidement quand même, c'est clair que de se priver puis de n'acheter que le nécessaire, ça ne sera pas suffisant parce que la production de guerre demande de plus en plus de matériaux, de plus en plus de matières premières. Donc, il y a aussi un office national de récupération des déchets domestiques qui va être mis en place par le gouvernement fédéral. Puis, il y a une grosse campagne de sensibilisation à travers le pays. Qu'est-ce que ça implique en gros? Je vais vous donner ici quelques exemples en utilisant les affiches de notre collection au Musée canadien de la guerre. Donc, en termes de récupération, par exemple, on demande aux Canadiennes surtout de récupérer, d'empacter séparément tout type de papier, le verre, le métal. Pour le tissu, même, c'est un petit peu plus compliqué. On demande un paquet pour la laine, on demande un paquet pour le coton blanc, on demande un autre paquet pour le coton de couleur, la soie, les autres types de tissus. Par ailleurs, à partir de 1942, ça devient illégal de détruire tout objet qui est fait en caoutchouc. Puis il y a même des dépôts qui sont organisés dans les écoles, puis les élèves sont mis en charge donc de récupérer le caoutchouc. Donc, on implique les enfants aussi beaucoup. La graisse de cuisine est aussi, on demande de la récupérer. Mais les dames doivent la chauffer, la filtrer et la mettre dans une boîte de fer. Et aussi, dans un paquet séparé, on demande de récupérer les os de viande et d'emmener tout ça à notre boucher. La plupart des objets qui sont récupérés sont vendus à des usines de guerre. Et pour vous donner quelques exemples, à partir de la graisse de cuisson, on peut tirer de la glycérine qui est utilisée pour fabriquer des explosifs. Et à partir des os de viande, on peut les convertir en colle pour les usines d'avions. Donc, cette campagne-là, ça donne lieu aussi à des slogans qui sont parfois un peu colorés, comme par exemple « Donnez vos chiffons pour le grand coup de canon ». Le grand coup de torchon, pardon. Donc, comme vous pouvez voir, on en demande quand même beaucoup aux Canadiennes et on peut s'en douter. Toutes ces directives ne sont pas toujours acceptées de gaieté de cœur parce que ça leur donne beaucoup de travail supplémentaire et ça leur demande de modifier continuellement leur méthode de travail. Mais on leur rappelle aussi continuellement à la radio, dans les journaux, qu'elles le font pour une grande cause, une cause
importante, une cause juste, qui était vaincre Hitler à ce moment-là et bien entendu gagner la guerre. Et on va même accuser celle qui aurait envie d'ignorer quelques-unes des directives, qu'elle mettrait en danger le pays, qu'elle mettrait en danger la vie des soldats et qu'elle mettrait en danger la victoire aussi. Et ça peut... donc, ça peut vouloir dire aussi que même grand-maman pourrait être accusée de sabotage parce qu'elle jetterait trop de... Dans ce cas ici, c'est une annonce pour ne pas acheter trop de tissu. Donc, sur ça, je vais tendre le microphone virtuel à notre invitée spéciale d'aujourd'hui, Valérie Leloup, qui est cofondatrice et PDG de l'épicerie Nous à Ottawa. Elle va nous parler du style de vie zéro déchet et elle va nous partager sa très intéressante expérience avec nous. À toi, Valérie. Merci beaucoup. Merci, Mélanie, pour cette introduction. Merci d'avoir pensé à m'inviter. J'ai été vraiment contente quand le Musée de la Guerre m'a contactée et m'a proposé cette conférence parce que quand on m'a dit, voilà, on aimerait mettre en parallèle un petit peu faire avec les moyens du bord pendant la Deuxième Guerre mondiale et le mouvement zéro déchet aujourd'hui, je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est tellement évident. Il y a tellement de parallèles à trouver entre les deux. Voilà, ma présentation, on va faire un petit peu ça. Et j'espère qu'elle sera intéressante. Donc, je vais la partager avec vous. Voilà, ça va me prendre juste une seconde. Je vais la mettre sur grand écran. Et donc, je l'ai intitulé « Le mode de vie zéro déchet, est-ce le nouveau ?» Et là, je reprends l'expression de Mélanie qui vient de cette époque-là, le nouveau faire avec les moyens du bord. Je vais d'abord commencer par quelques faits qui ont un rapport avec les déchets et la création de déchets. Le premier fait, c'est que le Canadien moyen crée environ 700 kg de déchets par an. Et ceci est un des taux les plus élevés dans le monde industrialisé. Donc, je pense qu'il n'y a qu'un seul pays qui nous bat, ce sont les États-Unis. Mais comme vous voyez, on est vraiment dans le top. Donc, ce n'est pas une statistique très glorieuse. Deuxième fait, ça semble être une évidence, mais je pense qu'on n'y pense pas toujours, c'est que chaque bien matériel que nous possédons sera un jour un déchet. Et si vous regardez autour de vous, là, la table à laquelle je suis assise, la lampe, la chaise, l'ordinateur qui est en face de moi, tous ces objets matériels, eh bien, un jour, ils vont finir comme déchets. Donc, si on prend en considération ces deux faits, d'un côté, notre création de déchets au quotidien qui est extrêmement élevée et le fait que tout ce que nous possédons deviendra un déchet, eh bien, je dirais que c'est un petit peu la base du mouvement zéro déchet. Si je devais définir en une phrase ce qu'est le mode de vie zéro déchet, je choisirais cette phrase-là. Donc, c'est un mode de vie de simplicité volontaire, donc l'aspect volontaire est très important, qui met l'accent sur la prévention des déchets. Comme on crée beaucoup de déchets, eh bien, le meilleur moyen d'en créer moins, c'est tout simplement de ne pas les créer du tout. Donc, c'est vraiment prendre le problème à la base et non pas le prendre à la fin, une fois que le déchet est créé. C'est-à-dire, on commence vraiment à la base, ne créons pas de déchets du tout. En fait, c'est un mode de vie qui a été défini, ou je dirais presque théorisé, par une Française qui est française d'origine, mais qui vit aux États-Unis depuis très longtemps et qui a écrit un livre qui est vraiment devenu un best-seller mondial parce que je pense qu'entre-temps, il a été traduit dans plus de 30 langues. Et ce livre qu'elle avait écrit en anglais à l'origine s'appelle Zero Waste Home. En français, c'est Zéro déchet. Donc moi, en fait, j'ai lu la version française il y a 5 ans. C'était un cadeau de ma mère qui est venue me rendre visite au Canada et qui m'a apporté la version française, donc Zéro déchet de Bea Johnson. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai lu en une journée. Il m'a complètement captivée, ce qui est un peu bizarre pour un livre qui parle de la création de déchets. Mais il m'a vraiment beaucoup intéressé. Donc, ça raconte en fait l'histoire de sa famille que vous voyez ici sur le PowerPoint, donc une famille de 4 qui a réussi à réduire sa création de déchets à un bocal, que vous pouvez voir sur la photo, un bocal de déchets par an. Donc, je dirais que c'est vraiment très, très proche de zéro déchet. Et donc, elle explique toutes sortes d'astuces et toutes sortes de règles à suivre pour arriver à ça.
Et j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai donc décidé, après avoir lu ce livre, de devenir une adepte du zéro déchet et de transitionner vers ce mode de vie. Alors, je vais vous expliquer en fait les 5 règles d'or du zéro déchet qu'on appelle souvent les 5 R, parce que ça commence par R, vous allez voir, du zéro déchet. Et je vais vous montrer en fait à quel point ça rappelle ce que vient de nous expliquer Mélanie sur la Seconde Guerre mondiale. Le principe numéro 1 du zéro déchet, c'est de refuser les choses dont nous n'avons pas besoin. Et donc là, j'ai mis le poster de la Deuxième Guerre mondiale, et je suis désolée, je n'ai pas pensé à mettre la version française, là, mais la version française, c'est « N'acheter que le nécessaire ». Eh bien, je pense que c'est la parfaite illustration du refuser du zéro déchet. Donc, en fait, ce que dit Bea Johnson, c'est refuser ce dont vous n'avez pas réellement besoin. Et là, on parle vraiment de besoin vital. Hein. Si on n'a pas un besoin vital de quelque chose, pourquoi l'acheter? Puisque à terme, tout ce qu'on achète sera un jour un déchet. Hein. Donc là encore, l'emphase qui est mise sur la prévention du déchet. Et ça a donné lieu à toutes sortes d'autres mouvements où j'ai mis quelques mots-clés ici. Le minimalisme, le mode de vie zéro déchet est un mode de vie minimaliste où en fait on a très très peu de choses, on se concentre sur les choses dont on a réellement besoin et on élimine le superflu. La simplicité aussi. Pourquoi avoir des objets compliqués quand finalement des objets tout simples font aussi l'affaire? Par exemple, si je pense aux produits qu'on utilise pour entretenir notre maison, les produits d'entretien, on achète des produits qui sont pleins de produits chimiques pour nettoyer sa maison, alors qu'en fait, avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc, on peut parfaitement nettoyer sa maison. Et moi, je n'utilise que ça et ça marche très bien. Et je suis persuadée que c'est sans doute ce que ma grand-mère, qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, mes 2 grands-mères ont probablement utilisé aussi pour nettoyer leur maison. Vraiment des choses très simples, des ingrédients très simples et très naturels. Donc, on va toujours viser la simplicité. C'est aussi un mouvement qu'on peut qualifier d'anticonsumériste. Donc moi, j'ai 49 ans, donc j'ai vraiment grandi dans le consumérisme de masse, où en fait, le consumérisme est un petit peu la mesure de notre valeur, ça fait partie de ce qu'on fait, c'est comme consommer pour consommer. Et c'est un peu fou quand on y pense. Hein. C'est un peu fou quand je pense que pendant toutes ces années de ma vie, j'ai acheté tellement de choses dont finalement je n'avais pas forcément besoin, mais pour me conformer à un modèle qui était le modèle prévalent dans notre société. Donc c'est vraiment un mode de vie qui challenge le consumérisme de masse. Voilà, donc je pense que là, on peut clairement voir le parallèle avec n'acheter que le nécessaire de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, le deuxième principe du zéro déchet, c'est de réduire. J'ai gardé la même affiche là, parce que c'est un petit peu dans le même ordre d'idées. Donc l'idée, c'est que si vous avez besoin de quelque chose, achetez-en moins. Parfois, il y a des choses dont on a besoin. On a besoin d'habits, hein, ça c'est clair, surtout au Canada où il fait froid. Donc, on a besoin de vêtements. Par contre, est-ce qu'on a besoin d'une garde-robe complète de vêtements quand en fait, en définitive, on se rend compte qu'on met finalement toujours les mêmes choses, hein, on se concentre sur 10 ou 20% de notre garde-robe et que tout le reste, finalement, on l'utilise très très peu. Donc, de ça découlent toutes sortes de mouvements et je les ai mis ici. Alors, je n'ai pas toujours trouvé la traduction française, mais toute cette mode ou cette tendance des tiny homes. Hein, donc, je ne sais pas trop quelle est la formule consacrée en français. Maison minuscule, mini-maison, micro-maison, je ne sais pas. Si vous avez une suggestion, mettez-la dans le chat, ça m'intéresserait de savoir. Mais c'est cette tendance, en fait, d'aller vers un environnement de vie qui est à taille humaine, qui est plus petit, parce que finalement, quand c'est grand, c'est beaucoup de gaspillage et c'est aussi beaucoup de travail. Hein, on oublie cet aspect-là aussi. Plus on a et plus on devient esclave de ce qu'on a.
Je mentionnais les vêtements, donc la mini garde-robe, ou en anglais on appelle ça capsule wardrobe, où en fait on se concentre sur les éléments de la garde-robe qu'on met réellement et puis on se sépare du reste. Et quand je dis sépare, ça ne veut pas dire jeter, mais ça veut dire donner, offrir ou vendre. Donc ne pas jeter si possible, mais on se concentre sur ce qu'on a. Et aussi très très important, on reste avec ça, hein, parce que c'est bien de faire du Marie Kondo et d'éliminer tout ce qu'on a, mais si c'est pour remplacer et racheter à ce moment-là, c'est pas tout à fait le but du jeu. Ensuite, le troisième aspect très important, c'est de privilégier la qualité par rapport à la quantité. Et ça, c'est un élément important de la réduction, parce que si j'achète un élément de qualité qui va durer très très longtemps, ça veut dire que mathématiquement, je vais en acheter moins, hein. Donc, je vais privilégier des produits durables et par rapport à des produits qui sont un petit peu moins chers, mais que je vais devoir acheter régulièrement. Voilà, donc ça, c'est des principes, le deuxième principe majeur du zéro déchet, qui, je pense, s'aligne assez bien avec le principe énoncé par Mélanie sur la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, troisième, c'est réutiliser. Donc là, j'ai changé de poster, j'ai mis celui-ci. Donc en fait, on va essayer autant que possible de réutiliser ce qui existe déjà. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a tellement de choses qui sont déjà en circulation et on continue en achetant du neuf à mettre des choses en circulation. Donc en fait, on augmente le nombre d'affaires en circulation alors que finalement, il y a un immense marché d'objets utilisés, mais tout à fait utilisables. Donc, vraiment, le principe qui va avec ça, c'est le seconde main, c'est-à-dire acheter ou emprunter des objets d'occasion au lieu d'acheter du neuf. C'est toute l'économie du partage, donc ce qu'on appelle en anglais la sharing economy. Donc en fait, louer des choses, je pense par exemple j'ai pas de voiture personnellement, mais j'utilise un car sharing, donc un partage de voitures communautaires. Donc c'est toute l'économie du partage qui fait partie de ça. Et enfin, un aspect très important qui est le refus de l'usage unique. Et ça, je pense que c'est très, très en phase avec la Deuxième Guerre mondiale. Si je pense à mes grands-parents et à la manière très frugale dont eux vivaient, eux, ils ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils vivaient dans une ère pré-plastique. L'usage unique aujourd'hui est très très associé au plastique, qui est en fait un matériau très facile à produire et très peu cher. Donc en fait, avec l'apogée du plastique, hein, qui se situe à peu près dans les années 50-60, où en fait le plastique a pris son envol, avec le plastique est arrivée cette manie vraiment de l'usage unique. Et quand je pense à mes grands-parents, alors dans les années 40, Mélanie me corrigera si je dis des bêtises, mais dans les années 40, il me semble que certains plastiques avaient déjà été inventés, mais il n'y avait pas encore de production industrielle de masse du plastique. Donc finalement, les individus n'avaient pas vraiment accès au plastique. Et donc, on utilisait beaucoup de choses réutilisables. Alors, je vais me lever juste parce que j'ai oublié de les mettre sur ma table, mais vous m'entendez, voilà. J'avais deux objets que j'ai oublié, mes props, mes accessoires. J'ai quelques objets justement qui me rappellent vraiment mes grands-parents, que j'ai déjà montré hier. Et un, c'est le rasoir en métal. Donc, mon grand-père en particulier, un de mes grands-pères, utilisait un rasoir en métal comme ça, qui ressemblait exactement à celui-ci. Donc, il s'ouvrait comme ça, on mettait la lame, hein, et donc tout ce qu'il faisait, c'était acheter les lames. Et voilà. Et donc, le rasoir a servi toute sa vie. Il n'a jamais eu qu'un seul rasoir, c'est celui-ci. Donc, par rapport au rasoir en plastique jetable qu'on utilise maintenant, ça, c'est un exemple d'utilisation de ce qui existe déjà et où on refuse l'usage unique. On l'achète une fois et puis après, on le réutilise éternellement et on le passe à la prochaine génération parce que je vous assure que c'est tellement solide, c'est incassable, ça fait plusieurs générations. Voilà, je pensais à des choses aussi, par exemple, ça c'est plus mon père d'ailleurs, c'est les mouchoirs en tissu par exemple. Donc mon père avait beaucoup d'allergies, il souffrait du rhume des foins. Donc moi je me souviens de lui, le souvenir que j'ai de lui, c'est lui éternuant dans son mouchoir en tissu. Donc le mouchoir en tissu, un autre exemple où on refuse l'usage unique.
Et on va réutiliser en fait un mouchoir en tissu qu'on peut faire à partir d'un vieux drap. Donc, on n'est même pas obligé de l'acheter. Là, on va réutiliser un vieux drap coupé en carré et puis se faire un mouchoir en coton qu'on met à la machine et qui se lave très facilement. Voilà. Donc, là, on est vraiment dans la partie réutilisée du zéro déchet. Le quatrième aspect est le recyclage. Et comme vous voyez, il est en quatrième dans la hiérarchie du zéro déchet. Et je trouve ça assez intéressant parce que très souvent, quand je dis aux gens que j'ai adopté un mode de vie zéro déchet, la première chose que les gens me disent, c'est « Ah, ben tu recycles beaucoup alors ?» Et je leur dis « Non, non, en fait, j'ai quasiment plus rien à recycler. » Parce que quand on refuse, quand on réduit et quand on réutilise, ben finalement, il ne reste plus grand-chose à recycler. Hein. Et quand on n'achète rien en plastique à usage unique, finalement, on n'a plus grand-chose à recycler. Et donc, j'aime beaucoup cette idée, en fait, de recycler quand vous ne pouvez pas faire tout le reste, en fait. C'est vraiment la solution. Ce n'est pas la solution par défaut, c'est la solution de dernier ressort, une fois que vous avez épuisé toutes les autres solutions. En plus de recyclage, en fait, je dirais qu'en tant qu'adepte du zéro déchet, j'aime beaucoup plus parler de upcycling. Donc, en fait, pas seulement recycler, mais en fait, utiliser des choses qu'on a déjà, puis en faire quelque chose de mieux. Hein. Donc, là, il y a beaucoup de projets faits maison où on peut effectivement, à partir d'ingrédients tout simples, les transformer en quelque chose de mieux. Par exemple, on a récemment trouvé pour notre entrepôt, à New Grocery, on a un nouvel entrepôt et on a trouvé tous nos meubles pour l'entrepôt et nos bureaux dans la rue, finalement. Donc, c'est vraiment des trouvailles qu'on a trouvées qui étaient destinées aux déchets, puis qu'on a sauvées, qu'on va repeindre et à qui on va donner une seconde vie. Donc ça, c'est pas seulement du recyclage, c'est du upcycling en fait. Hein. On va tourner ça en quelque chose transformer ça en quelque chose de mieux. Et enfin, refuser le plastique. Donc, je mentionnais tout à l'heure le plastique et le fait que dans les années 40, on était un petit peu dans une ère pré-plastique. Pourquoi est-ce qu'il faut refuser le plastique aujourd'hui ? Parce qu'en fait, le recyclage du plastique est un mythe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, première statistique qui est assez négative, c'est que uniquement 10% du plastique qui est en circulation mondialement est effectivement recyclé. 90% du plastique qu'on utilise n'est pas recyclé et on le retrouve dans le meilleur des cas dans des décharges, dans le meilleur des cas il est incinéré et dans le pire des cas il se retrouve dans l'environnement, il se retrouve dans nos océans. Et peut-être que vous connaissez cette statistique qui nous dit que d'ici à 2050, au rythme actuel, il y aura plus de plastique dans nos océans que de poissons. C'est la gravité du problème du plastique. Le plastique ne se biodégrade jamais, donc tout ce qu'il fait, c'est en fait se décomposer en petits morceaux, en microplastiques, et ces microplastiques restent dans notre environnement éternellement. C'est-à-dire qu'il arrive un temps où ils sont tellement petits qu'en fait, ils sont ingérés par les mammifères marins, les poissons, qui après se retrouvent dans notre assiette. On retrouve des microplastiques dans notre eau potable, on les retrouve dans l'air que nous respirons. Le plastique est absolument partout. Donc, c'est vraiment un matériau dont on commence à réaliser la toxicité. Donc, il faut le refuser, quand bien même on le recyclerait. En fait, le plastique ne se recycle pas. Et en anglais, on a l'expression downcycle, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de le transformer en plastique équivalent, on le transforme en plastique de plus basse qualité. Donc, en fait, si je prends une bouteille en plastique qui est faite à partir de plastique vierge, une bouteille d'eau, celle-ci va être transformée en quelque chose de moindre qualité. Par exemple, ce que j'ai là, voilà, un stylo, va être transformé en stylo. Le stylo, lui, il ira à la poubelle, il ira à la décharge. Donc, quand on downcycle, quand on recycle, mais en fait downcycle le plastique, tout ce qu'on fait, c'est reculer l'échéance. Hein. Donc, on va lui donner une seconde vie, peut-être même une troisième vie, mais au bout du chemin, le plastique finit à la décharge ou, dans le pire des cas, notre environnement. C'est pour ça que les adeptes du zéro déchet sont extrêmement anti-plastique.
Voilà. Euh, donc, voici la hiérarchie que je vous ai mise dans l'ordre du plus important au moins important. Alors, je dirais refuser, réduire, réutiliser, recycler. Et il y a le 5e R qui en anglais est rot pour composter. Donc, en anglais, en français, ça ne se dit pas rot. Donc, c'est composter. Donc, il y a un C en français. Je dirais que c'est ce qui reste. À partir du moment où vous avez refusé, réduit, réutilisé et recyclé, finalement, les seuls déchets qui vous restent, ce sont les matières organiques, les déchets de nourriture, des choses comme ça, que vous allez mettre au compost. Très important de les mettre au compost. Car nous savons que les matières organiques qui se retrouvent à la décharge, eh bien, qui sont compactées, donc qui ne sont pas au contact de l'air, sont des sources de méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 20 fois plus puissant que le CO2. Donc, c'est vraiment une source importante de réchauffement climatique. Alors, je vais vous donner un exemple en fait de la partie réutilisée. Comment est-ce qu'on utilise le principe de la réutilisation quand on fait son épicerie en mode zéro déchet? Donc ça, c'est une épicerie traditionnelle qui ressemble, enfin que j'ai pris cette photo il y a 5 ans, hein, quand j'allais faire mon épicerie pour ma famille. Et ça, c'est la version zéro déchet. Donc, comme vous voyez, il n'y a plus aucun plastique à usage unique. Je suis allée faire mon épicerie avec mes propres contenants. Donc, vous pouvez voir ici des sacs en tissu, quelques contenants en verre, des bouteilles en verre. Et voilà, c'est à peu près ça. C'est ce que je vois sur la photo. Donc, j'apporte mes contenants à l'épicerie et je les remplis de produits en vrac. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire il y a 5 ans et ce n'était pas très facile à faire parce que justement, il manquait à l'époque, il y avait des magasins en vrac, mais il manquait une épicerie zéro déchet. Et c'est donc un petit peu comme ça que m'est venue l'idée d'ouvrir ma propre épicerie zéro déchet. Et je dis toujours que c'est un projet très égoïste parce qu'en fait, c'était un besoin que j'avais moi. Et comme je n'arrivais pas à satisfaire ce besoin, je me suis dit, je vais créer l'épicerie où au moins moi, je ferai mes courses et en espérant que d'autres personnes adhéreront à ça. Alors, en termes de déchets, on va faire la comparaison. Épicerie traditionnelle, ça, c'est les déchets qu'on crée. Donc, on a presque l'impression qu'il y a plus de déchets que de produits, d'ailleurs. Donc, la partie en bas à gauche, ce sont tous les déchets plastiques que l'on ne peut pas recycler, hein, tous les plastiques flexibles, le styromousse, les filets ne sont pas recyclables. Et la partie en haut à droite, donc là, ce sont les matériaux recyclables. Donc, il y a un petit peu de carton, il y a un petit peu de verre et il y a une bouteille en plastique avec évidemment ce que je vous ai dit sur le plastique tout à l'heure en mémoire. Donc, ce n'est pas exactement du recyclage. Voilà. Donc, tout ce qui termine à la décharge, voilà, ça c'est une photo de notre décharge ici à Ottawa. Et si je compare ça à l'épicerie zéro déchet, eh bien, vous avez virtuellement, vous n'avez aucun déchet puisque tous les emballages ici sont réutilisables. Vous allez nettoyer vos sacs, vos bocaux. Vous allez retourner la bouteille de lait au magasin. Donc, c'est une bouteille de lait consignée. Il y a une consigne de 2 $. Donc, vous allez récupérer vos 2 $ une fois que vous rapportez votre bouteille de lait. Donc, tout ceci est en circuit fermé. Alors, quels sont les avantages du mode de vie zéro déchet? Le premier avantage, il est assez évident, c'est un avantage pour l'environnement. Après ce que je vous ai dit sur la prévalence des déchets dans notre environnement et en particulier les déchets plastiques, évidemment, si vous éliminez tout le plastique à usage unique et tous les emballages de votre vie, vous allez vous allez éliminer tous ces déchets dans notre environnement. Et puis évidemment, la partie refuser et réduire, puisque je vous disais que tout ce que vous achetez deviendra un jour un déchet, donc vous aurez ça en moins. Donc, un gros avantage pour l'environnement. Un gros avantage pour vos finances personnelles. C'est une question que j'ai très souvent, mais est-ce que ce n'est pas plus cher d'adopter un mode de vie zéro déchet? Et en fait, tout dépend de la manière dont vous l'approchez. Mais si vous l'approchez tel que je l'ai fait là, c'est-à-dire de manière très holistique, vous allez vous rendre compte que vous économisez tellement d'argent sur le refuser et le réduire, puisque vous achetez beaucoup moins, en fait, que vous avez énormément d'économies qui sont générées par ça, qui vous permettent ensuite de dépenser un petit peu plus sur d'autres choses. Donc, il est certain que ce rasoir-là, que je vous ai montré tout à l'heure, il est beaucoup plus cher qu'un rasoir en plastique jetable. Mais
c'est un investissement que vous faites une fois. Donc, sur la durée de vie du produit, vous allez en fait économiser énormément d'argent puisque tout ce que vous allez acheter, ce sont les lames qui coûtent moins de 50 cents la pièce. Donc, si vous regardez la durée de vie du produit, vous allez en fait dépenser beaucoup moins. Donc, parfois, il y a un petit peu un investissement initial, mais un retour sur investissement dans le long terme. Et enfin, énormément d'avantages pour votre bien-être. Je pense que c'est la raison pour laquelle le livre de Bea Johnson m'a tellement interpellée. Ce n'était pas seulement une liste d'astuces sur la manière de réduire ses déchets, c'était aussi la proposition d'un mode de vie très, très différent, où on possède moins, où on gaspille moins, mais où on vit plus. Et je pense qu'on oublie souvent que de posséder beaucoup de choses, eh bien, comme je disais tout à l'heure, on devient esclave de ses possessions. Si vous avez une grande maison, ben la grande maison, il faut la nettoyer, il faut la maintenir, il faut la réparer. Vous avez un grand jardin, il faut tondre la pelouse. C'est énormément de travail de posséder beaucoup. Je vois même le fait de ne plus avoir de voiture, c'est une source de liberté à laquelle je n'avais même pas pensé avant. Et si j'ai besoin d'une voiture, ben je vais emprunter ma voiture comme une auto. Et donc, voilà, je réponds à mon besoin ponctuel. Mais j'ai acquis tellement de liberté, finalement, de ne pas avoir autant de choses m'apporte énormément de liberté et énormément de temps pour faire les choses que j'aime réellement faire. Donc, si je devais en fait revenir un petit peu sur la Deuxième Guerre mondiale et comparer les deux approches, je dirais qu'il y a beaucoup de similitudes, mais contrairement à la Deuxième Guerre mondiale où en fait la frugalité nous était imposée de l'extérieur et présentée un petit peu comme un sacrifice nécessaire pour le bien de la nation, pour la victoire, hein, donc il y avait quelque chose d'à la fois très patriotique et un sacrifice nécessaire. Je dirais que le mode de vie zéro déchet met l'accent sur les bienfaits et je dirais même la beauté d'un mode de vie qui est plus frugal, qui est plus simple. Quand je dis beauté, c'est parce qu'en fait, il y a aussi toute une esthétique autour du zéro déchet. Si vous suivez des comptes Instagram d'influenceurs zéro déchet, vous allez voir que le zéro déchet, c'est aussi très beau. Hein. Si vous pensez à les deux modes d'épicerie que j'ai mis face à face, entre l'ancienne et le zéro déchet, c'est quand même beaucoup plus joli, une épicerie zéro déchet, que tous ces emballages plastiques partout. Si vous pensez à ça, hein, c'est beaucoup plus beau que le rasoir jetable. Donc, il y a aussi une beauté et une esthétique dans le zéro déchet qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc, avant de vous donner la parole à Mélanie, je vais juste donc vous montrer quelques petites photos de l'épicerie zéro déchet que j'ai mentionnée, qui a été créée en 2017. Donc, ça, c'est la première épicerie. Et en 2019, nous avons créé une deuxième épicerie ici à Ottawa. Donc, c'est une épicerie en vrac où vous pouvez trouver tout en vrac, je dirais, des noix jusqu'au dentifrice en vrac. Et qui est vraiment spécialisée dans le mode de vie zéro déchet, faite pour ça. Donc, vous arrivez avec vos contenants, vous les pesez et puis vous les remplissez. Donc, comme la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vous encourage à nous suivre sur les médias sociaux, @NoGrocery, et à aller voir notre site web. Et je vais vous montrer juste quelques petites photos, donc ça de l'extérieur et de l'intérieur. Donc vous voyez, quand je vous parlais de minimalisme, de simplicité, c'est un petit peu l'esprit qu'on a voulu avoir dans ce magasin, et aussi d'esthétique zéro déchet, donc la simplicité, les matériaux naturels, le bois. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de traduire dans cette épicerie. Voilà, je vous laisse sur cette dernière photo et je vais en fait arrêter le screen sharing. Comme ça, vous allez pouvoir nous revoir toutes les deux en grand écran. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. C'est tellement fascinant. Tu as une expérience de vie, une expérience zéro déchet qui est tellement intéressante et inspirante. Donc, un très grand merci d'avoir partagé avec nous. Je vous rappelle qu'il nous reste quelques minutes si vous avez des questions pour Valérie. J'en ai quelques-unes, justement. Et je suis contente parce qu'on va pouvoir revenir sur ton entreprise pendant quelques minutes parce qu'il y a quelqu'un, pardon, qui nous dit que malheureusement, depuis la pandémie, elle trouve que c'est plus difficile d'accéder à certains commerces, puis qu'il y a des endroits, cette personne-là n'a pas le droit d'apporter ses contenants et ses sacs. Mais je pense que chez vous, ce n'est pas le cas. Vous avez mis des mesures en place pour que les gens puissent
continuer à Oui, apporter. exactement. Évidemment, la pandémie, je dirais, une énorme menace pour notre business model, je dirais, hein, puisque tout est basé sur apporter ces contenants de la maison. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dès le début, d'ailleurs, c'est encore le cas. La première mesure qui a été prise un peu partout, c'est d'éliminer les contenants réutilisables, hein, que ce soit les coffee shops, les supermarchés qui interdisaient les sacs à portée de la maison. Donc, c'était une des premières mesures qui a été prise. Donc, nous, on a été vraiment très, très proactifs en ce sens. On s'est tout de suite mis en contact avec notre organisme de santé publique et on a mis en place des mesures pour rendre l'achat zéro déchet encore possible. Donc, juste pour vous citer une mesure, parce que je ne vais pas vous citer toute la liste. Par exemple, quand vous venez avec votre propre contenant, l'entonnoir est obligatoire pour remplir ces bocaux, hein. Donc, en fait, c'est un entonnoir que nous fournissons, qui est propre, assaini, et que vous allez utiliser en fait comme barrière à la contamination croisée, de telle sorte que si vous utilisez une cuillère, eh bien, elle ne va jamais toucher le contenant que vous apportez de la maison. Et donc, comme ça, on prévient la contamination croisée. Donc, ça, c'est juste un exemple, hein. Il y a toute une liste de mesures que vous pouvez d'ailleurs consulter sur notre site web. Avec la bénédiction de notre organisme de santé publique, nous avons donc réussi à garder cet aspect-là de notre magasin et je pense qu'on est sans doute une des seules places où vous puissiez encore faire votre achat zéro déchet en ville. Parfait, merci beaucoup. Vous avez aussi commencé la présentation en parlant que les Canadiens produisent beaucoup de déchets. Nicole nous demande, est-ce qu'il y a des provinces où les citoyens sont plus modèles que d'autres, peut-être? Oh, c'est une bonne question, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Alors là, je vais avoir plein d'a priori là, mais donc je vais pas les dire. Instinctivement, je dirais qu'à l'Ouest, ils en produisent plus qu'au Québec. Mais, tu vois, mais ça, c'est vraiment non. Ce que j'ai constaté en fait, c'est que le mouvement zéro déchet a beaucoup de traction chez les francophones. Et j'ai pas d'explication à ça. Notre magasin de la rue Wellington, qui est très proche de Gatineau, en fait, nous avons énormément de clients qui viennent de Gatineau pour faire leur épicerie zéro déchet. Et c'est un pourcentage qui est supérieure à la proportion de francophones dans notre quartier, hein. Donc, on a vraiment des gens qui viennent du Québec pour faire leurs achats chez nous. Et si vous regardez aussi, si vous êtes actif sur les médias sociaux, certainement le mouvement zéro déchet a beaucoup plus d'ampleur au Québec que dans le reste du pays. Donc, moi, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, peut-être qu'au Québec, on produit un petit peu moins de déchets grâce à ça. Mais encore une fois, ça, c'est très anecdotique. Parfait. Puis justement, il y a quelqu'un qui nous demande si vous avez des adresses au Québec. Donc, est-ce que vous avez des idées d'expansion peut-être? Oui, enfin, je dirais que là, on va attendre que la pandémie soit passée Ouais, avant hein? d'ouvrir parce que C'est un moment ça difficile. rend quand même le commerce de détail plus difficile. Mais oui, on a vraiment envie de s'étendre, d'ouvrir plus de magasins. Mais on en reparlera l'an prochain, je dirais. Absolument. Donc, c'est quand même bien de savoir que les gens sont vraiment intéressés. Puis, Super. on me demande de répéter le nom de l'épicerie. Donc, c'est Oui, donc c'est l'épicerie Nu. Donc, je vais vous expliquer le nom en fait, parce que nu veut dire nu en français. Donc, quand on a choisi le nom, en fait, bon, ça s'appelle New Grocery en anglais. On a tout de suite aimé ce nom. C'est une amie à moi qui a eu cette idée et j'ai tout de suite aimé parce que ça veut dire new, hein, ça ressemble à new en anglais et c'est une nouvelle façon de faire son épicerie. Et c'est un petit jeu de mots pour les francophones. Et moi, étant francophone, je l'ai tout de suite capté. Donc, nu veut dire nu. Et c'est ce qu'on achète chez nous. On achète des produits mis à nu. Donc, voilà, le petit jeu de mots. c'est très fascinant. Merci d'avoir euh, fait cette précision. Bien Voilà. Une question qui me paraît particulièrement intéressante aussi personnellement, c'est pourquoi est-ce que les jouets sont des déchets? Pourquoi est-ce que les jouets sont des déchets? Est-ce Ben, que les jouets sont des déchets? est-ce que les jouets sont des déchets ou... Oui, oui. À Je fais une terme, blague. Pardon, j'allais dire je fais une blague parce que je suis une maman aussi, d'accord. Ben, à terme, ils vont surtout le dans ma devenir. maison. Hein. Ils vont le devenir à terme. Ouais. Hein. Tout va devenir un déchet à terme. Donc, l'idée, c'est vraiment d'étendre leur durée de vie au maximum. Et les jouets, ça, c'est vraiment quelque chose où le marché du seconde main est exceptionnel. Enfin, ça sert absolument à rien d'acheter des jouets neufs.
parce que c'est par nature un objet éphémère, où le besoin pour cet objet est éphémère, puisque nos enfants grandissent, Dieu merci. Donc, par nature, c'est éphémère. Donc, je pense qu'il y a moyen de s'équiper de jouets, je dirais presque sans dépenser un cent, entre les Buy Nothing Group, la famille qui vous redonne les déchets. Donc là, utiliser qui vous redonne les déchets, le lapsus révélateur, qui vous redonne des jouets. Là, il faut vraiment utiliser son réseau au maximum. C'est vraiment quelque chose où il faut se repasser les choses, hein, que ce soit les jouets pour enfants ou les habits pour enfants. Là, le seconde main s'impose plus que nulle part ailleurs. C'est excellente, en effet. Justement, je terminerai peut-être sur une question un petit peu plus large. Pour quelqu'un qui est intéressé, tu nous as déjà donné plein de façons de commencer, mais si tu avais comme quelques conseils de départ pour des gens qui sont intéressés à ce style de vie, mais qui voient plein de choses puis ils ne savent pas où commencer, ça serait Oui. quoi? Oui, on a eu cette question hier aussi. Et en fait, j'ai oublié hier dans la conférence de préciser qu'en fait, quand moi j'ai transitionné au zéro déchet, je me suis rendu compte que refuser et réduire, c'était très facile à faire. Parce que c'est juste une décision à prendre. Hein. Je décide qu'à partir de maintenant, je vais refuser les choses dont je n'ai pas fondamentalement besoin. Et quand je parle de fondamental, c'est vraiment, est-ce que c'est indispensable à mon bonheur là? Est-ce que c'est indispensable à ma survie? Déjà, première question. Si ça ne l'est pas, est-ce que c'est indispensable à mon bonheur? Parce qu'en fait, je mentionnais les habits, hein, moi je suis française d'origine, j'aime la mode, tout ça, mais au fond, je me rends compte que ça me procure un bonheur très éphémère. J'achète une nouvelle paire de chaussures, je suis un petit peu euphorique pendant quelques jours, et puis au bout d'un moment, j'y pense plus du tout. Hein, donc, c'est vraiment de se dire, est-ce que c'est fondamental à mon bonheur, en plus de ma survie? Donc, je pense que refuser et réduire, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut commencer à faire tout de suite. Après, l'obstacle, effectivement, c'est dans les objets de la vie quotidien qui font partie de nos achats d'épicerie. Hein. C'est d'ailleurs après avoir identifié ce problème-là que j'ai songé à ouvrir cette entreprise. Et moi, j'ai commencé personnellement, j'y suis allée pièce par pièce dans ma maison. Hein. Donc, j'ai commencé par la salle de bain parce que chez moi, comme j'avais 2 adolescentes, la salle de bain, j'avais 37 produits. Là, on les a comptés, 37 produits qui étaient dans des bouteilles en plastique ou dans des tubes en plastique, que ce soit des shampoings, des savons pour toutes les parties du corps, des produits de beauté, des crèmes, des choses comme ça. Et on a vraiment réduit ça. Bon, déjà, on a tout utilisé, ne jetez rien, hein, terminez vos produits déjà, et vous allez voir, ça prend du temps déjà de terminer tous les produits qu'on a. Et après ça, ne rachetez plus. Et je trouvais que dans la salle de bain, finalement, moi, je regarde ma salle de bain maintenant, j'ai 2 savons. J'ai un savon en barre pour le corps et j'ai un savon pour les cheveux. En fait, j'utilise un savon pour les cheveux aussi. Et finalement, c'est tout ce que j'ai et c'est ce qui remplace les 5 savons différents que j'avais avant. Et je disais hier, ma peau se porte très bien. Hein, donc, en fait, on n'a pas besoin de toutes ces choses que les marketeurs essayent de nous convaincre, dont les marques, enfin, on essaie de nous convaincre qu'on a besoin de ces choses-là, mais ce n'est pas le cas du tout. Hein. Voilà. Merci pour ces excellents conseils. Et donc, merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était une Ça m'a présentation fait très plaisir. très, très intéressante. Je remercie aussi tout le monde qui se sont joints à nous. Je vous invite, bien entendu, à visiter notre site web pour être au courant d'autres événements comme ceux-ci. Et au plaisir de tous vous revoir, on l'espère très bientôt au musée quand les portes vont réouvrir. Merci. Bonne journée, bon après-midi à tout le monde. Merci à tout le monde.